Alors faut bien l'avouer, je crois que c'est la première fois de la saison qu'on a une victoire aussi disputée et que Verstappen ne domine pas, ce qui devrait en faire un bon Grand Prix d'office, non? Vous l'avez compris, aujourd'hui on débriefe le Grand Prix des États-Unis à Austin. C'est parti. Je vais commencer par Williams et plus précisément Logan Sargent, un pilote dont on n'a pas l'habitude de beaucoup parler sur cette chaîne parce que c'est souvent son coéquipier Alex Albon qui réalise de belles performances, mais ce week-end, Logan, à domicile, a marqué ses premiers points en F1. Alors oui, c'est grâce à un petit concours de circonstances devant, mais ça on va en reparler, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va juste partir du principe que Logan Sargent termine 10e, donc il rentre dans les points juste derrière Alex Albon, donc double entrée dans les points pour les deux Williams, qui ont pas mal souffert ce week-end. C'était un petit peu en dents de scie, parce que la Williams, elle était très rapide, notamment dans le deuxième secteur avec cette immense ligne droite. On le sait, la Williams, son terrain de jeu, c'est la vitesse de pointe, même si c'était les Ferrari et beaucoup les moteurs Ferrari dans son ensemble qui étaient les plus rapides ce week-end. La Williams était quand même très efficace dans ce deuxième secteur. Par contre, son gros problème, c'était surtout le premier et le troisième secteur, surtout quand il y avait du vent, parce qu'elle est très sensible au vent. Et ce week-end à Austin, il y en avait beaucoup du vent, notamment en rafale, ce qui rend le pilotage vraiment très difficile, parce que on peut pas vraiment prédire. C'est un coup il y en a, un coup il y en a pas. Et le vent, le dimanche, il soufflait quand même assez fort, et malgré tout, les Williams ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Faut pas oublier que Logan Sargent, le vendredi en qualif pour le Grand Prix, donc termine dernier. Le samedi matin pour le sprint shootout, donc la qualif du sprint, termine dernier. Au sprint, il termine 19e et dernier puisque Lance Stroll abandonne. Ça fait beaucoup là, non? Donc clairement un week-end très difficile, Jusqu'à dimanche, c'était pas ouf du tout du côté de Sargent. Mais le dimanche, comme pour Albon, beaucoup de performances dans la Williams qu'ils ont réussi à extraire. Une course propre et solide des deux pilotes, sans erreur. Des bons arrêts, une stratégie maîtrisée de la part de Williams. Alors que ce soit pour Albon ou pour Sargent, ça fait à peu près la même stratégie, médium, dur, médium. La seule différence, c'est que Sargent, il avait que des pneus neufs, donc médium, dur, médium, tout était neuf. Du côté d'Albon, les deux trains de gomme médium étaient des trains déjà usés, déjà rodés, mais sinon, globalement, c'est à peu près la même stratégie. On se mouille pas trop, deux arrêts, c'est ce que tout le monde a fait, sauf un gars, on va en reparler. Donc voilà, une course plutôt solide de la part des deux pilotes Williams. C'est très content de voir Sargent marquer ses premiers points, d'autant plus à domicile, ça fait plaisir. Bon alors maintenant on va s'attaquer à la bataille pour la victoire qui a eu lieu entre Lewis Hamilton et Verstappen. Le début de la course il est un petit peu compliqué à comprendre. Sur le premier relais, Verstappen est très prudent, voire trop prudent. On se demande s'il économise beaucoup la gomme pour tenter un seul arrêt ou s'il est tout simplement en train de chill en sachant pertinemment qu'il va facilement remonter. Alors la réponse c'était aucune des deux, c'est que Verstappen il avait des problèmes de frein. Alors je pense pas que c'était un problème vraiment technique sur la voiture qui aurait pu par exemple le faire tirer tout droit à un moment ou le faire carrément abandonner, c'est ce que disait également Romain Grosjean aux commentaires sur Canal+. C'est pas un problème en soi, c'est-à-dire qu'on va pas d'un coup avoir les freins qui explosent, c'était plutôt sûrement un feeling de la part de Verstappen qui était pas le bon. Forcément c'est handicapant, on perd du temps. Pendant toute la course il a pas été ultra dominant comme il peut l'être d'habitude, mais du coup ça nous a donné quand même une super course. Donc premier relais un petit peu compliqué. De son côté Hamilton lui il pousse très très fort, il remonte jusqu'à la deuxième place juste derrière Norris. Norris s'arrête en même temps que Sainz et Perez au 17e tour. Verstappen suit pour couvrir la stratégie juste derrière au 18e. Et Lewis Hamilton, tout comme son coéquipier Russell, vont tenter un arrêt, donc on va allonger le premier relais pour tenter de mettre des durs et finir la course. Ça fait donc un arrêt de moins. On perd à peu près 20 secondes pendant un arrêt au stand, donc si on en gagne un, forcément on gagne 20 secondes sur les autres, en sachant pertinemment que les pilotes sur deux arrêts vont forcément avoir des gommes plus fraîches et reprendre du temps en piste. Le jeu en vaut sûrement la chandelle, mais la dégradation est quand même un petit peu trop importante pour tenter ce un arrêt. Du coup Hamilton, au 20e tour, se ravise, s'arrête au stand pour chausser les durs. Il a tout perdu. Quoi? Bah oui, parce que dans ces moments-là, soit vous vous arrêtez juste derrière pour couvrir la stratégie, soit vous vous arrêtez pas et vous tentez votre stratégie à un arrêt ou votre stratégie un petit peu décalée par rapport aux autres. Mais là, Hamilton, il avait un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il a ni fait le un arrêt, il s'est pas vraiment décalé assez en tout cas pour pouvoir avoir des pneus vraiment plus frais que les autres en fin de course. Il s'est juste assez décalé pour perdre du temps. Parce qu'après les autres ils sont sortis en gomme neuve, alors certains étaient en médium, certains étaient en dur, mais en tout cas c'était pneus neufs, attaque maximale. Et Hamilton il était là avec ses pneus usés en piste, en train de perdre des secondes par poignée. Donc c'était pas facile pour Hamilton. Mais derrière, il avait un gros rythme. Dans son dernier relais, Hamilton est très rapide et dépasse facilement Norris avant d'attaquer très fort jusqu'à la fin de course pour tenter de faire la liaison avec Verstappen devant et pourquoi pas essayer une petite attaque. Alors malheureusement, je pense qu'il manquait quelques tours à Hamilton pour aller chercher Verstappen devant. Il a perdu tout simplement trop de temps dans les stands avec cette stratégie un petit peu décalée qui l'a vraiment pénalisé. C'est aussi du temps perdu dans les stands avec des arrêts un petit peu moyens de la part de Mercedes. Je crois que c'est 2-3 secondes perdues aux arrêts au stand. Il manque moins de 2 secondes à la fin entre les deux, même si on va le voir, ça aurait pas servi à grand chose au final de gagner. Il
faut que je vous parle d'Aston Martin maintenant, parce que franchement, ils me déçoivent en cette fin de saison. Alors on en parle assez régulièrement d'Aston Martin depuis le début de la saison, sur la première moitié pour louer leur performance et leur incroyable progression entre 2022 et 2023, pour aussi souligner les performances exceptionnelles de Fernando Alonso, ou pour encore parler des difficultés de Lance Stroll face à son coéquipier espagnol. Bref, on a beaucoup parlé d'Aston Martin, et en cette deuxième moitié de saison, on en parle plutôt en négatif, puisque même Alonso et son talent n'arrivent pas à faire briller l'Aston Martin, c'est compliqué. Alors ce week-end à Austin, Aston Martin a porté énormément d'upgrades sur la voiture, un gros package d'évolution en vue de 2024, donc on est là pour étudier les pièces, voir un petit peu la progression que ça peut donner à cette voiture et tout simplement analyser un petit peu pour savoir ce qu'on va dessiner pour 2024, parce que 2024 c'est demain. Alors outre le fait que c'est une mauvaise idée selon moi de rapporter plein d'évolutions à un week-end sprint où on a 1 heure d'essai, donc globalement même les équipes qui n'apportent aucune évolution ont déjà du mal à régler la voiture, puisqu'en 1 heure il faut quand même prendre la mesure de la piste pour les pilotes, faire du setup, essayer pourquoi pas 2-3 runs qualif, pour être prêt quand même, parce que 2 heures après c'est la qualif pour le dimanche en plus, et pourquoi pas si on a le temps faire un petit relais de course sur les durs ou les médiums, pour tenter de voir un petit peu la dégradation en vue du sprint et pourquoi pas même du dimanche. Donc globalement la séance d'1 heure est déjà très chargée, très dense, donc si on apporte en plus un package d'évolution qu'il faut comprendre, analyser, adapter en termes de réglage par rapport à la voiture qu'on avait la semaine d'avant, c'est juste trop compliqué. Forcément ça n'a pas loupé, les voitures n'étaient pas très bien réglées avec ces nouvelles évolutions, avec un Alonso et un Stroll qui n'arrivent pas à sortir de la Q1, c'était la première fois qu'Alonso n'allait pas en Q3 cette saison, donc c'est quand même un gros événement, mine de rien. Et du côté d'Aston Martin, on s'est dit ok, pour le Grand Prix, on est déjà très loin, on va partir des stands, changer les réglages sur la voiture de Stroll pour essayer de l'adapter un petit peu mieux aux évolutions, et enlever carrément toutes les évolutions sur la voiture d'Alonso pour tout simplement faire une petite comparaison pendant le Grand Prix. Donc les deux Aston partent depuis les stands, et en fin de course, elles se retrouvent toutes les deux dans les points. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Donc la grosse surprise, puisque depuis le début du week-end, les deux sont complètement garés avec leur charrette, et là d'un coup, ça fonctionne, ça marche plutôt bien, Stroll est même proche d'Alonso. Alors c'est là que j'en viens à me poser quelques questions sur ces évolutions. Alors il y a deux possibilités. Soit les évolutions apportées par Aston ce week-end sont juste moyennes et permettent pas vraiment d'augmenter la performance de la voiture. À ce compte-là, Stroll a fait un beau pas en avant puisqu'il était tout proche d'Alonso, juste derrière lui, jusqu'à l'abandon de l'Espagnol, on va en reparler. Soit les évolutions sur l'Aston sont vraiment bonnes et avec de bons réglages comme il y avait sur la voiture de Stroll, la voiture a vraiment progressé. Et à ce moment-là, Stroll il est toujours aussi loin d'Alonso, mais vu qu'Alonso était sur l'ancienne version, ça s'est un petit peu gommé. Oh merde! Oh c'est con ça! Alors de toute façon, je pense qu'on va prendre le temps d'analyser chez Aston Martin et on devrait revoir ces évolutions sur la voiture d'Alonso au Mexique ou peut-être au Brésil. Et à ce moment-là, on pourra avoir une vision un petit peu plus globale du niveau de Stroll sur ce dernier Grand Prix et savoir si c'était juste les évolutions ou si c'était vraiment le pilote qui a progressé. En tout cas, 7ème place pour Stroll ce week-end, qui marque de gros points et surtout qui reprend un petit peu de confiance dans cette Aston Martin. Ça peut pas lui faire du mal, clairement, ça va lui rebooster un petit peu la confiance dans la voiture. Donc ça peut être que positif pour le Canadien. Alors pour Alonso, par contre, c'est vraiment dommage parce qu'il était juste devant son coéquipier, il aurait pu donc hériter de cette 7ème place, mais malheureusement, rupture de suspension annoncée par Alonso à la radio. Du côté d'Aston Martin, après la course, on parlait plus d'un problème sous le fond plat de la voiture, potentiellement des pièces qui ont été cassées sur des vibreurs ou sur des bosses. On sait que c'est un circuit très bosselé, ce circuit des Amériques, donc voilà, un petit bris mécanique sur la voiture qui le contraint à l'abandon malheureusement. Clairement, niveau développement, Aston Martin, ils déçoivent cette année. Alors maintenant, on va s'attaquer forcément à la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc quelques heures après le Grand Prix. Réveil difficile en ce lundi matin pour les fans Mercedes et Ferrari. Alors du côté d'Hamilton, il fait une course solide comme on l'a vu, il passe pas loin de la victoire, peut-être manqué à cause de la stratégie. Du côté de Leclerc, la course est beaucoup plus difficile, il part de la pole, dès le premier virage il perd déjà la tête avec un départ un petit peu moyen face à Lando Norris, et ensuite, gros manque de rythme sur la Ferrari pour le premier relais. Du coup, au moment des arrêts au stand, on se dit pourquoi pas, chez Ferrari, se décaler du côté de Charles Leclerc pour tenter la stratégie à un arrêt, stratégie qu'il va emmener jusqu'au bout. Il y avait Ricciardo, Russell notamment qui avait tenté pendant assez longtemps et qui au final ont cédé et ont fini par rentrer au stand. Leclerc a donc été le seul à emmener ses gommes dures chaussées au 27e tour jusqu'à l'arrivée. Non pas sans mal, puisqu'à la fin de course, c'était très difficile, gros manque de rythme, il a failli se faire passer par Russell d'ailleurs, qui lui avait basculé au dernier moment sur cette stratégie à 2 arrêts. Tout le monde le passe, il finit 6e, pas facile, clairement. C'est tellement pas cool, frère! Mais ça, c'était avant l'autre mauvaise nouvelle de la soirée. Et oui, puisque comme à chaque Grand Prix, la FIA, à l'arrivée, choisit des voitures au hasard qu'elle va analyser plus en détail
Elle les contrôle toutes, hein. Globalement toutes les monoplaces sont contrôlées par la FIA et par les instances en fin de course pour contrôler leur légalité, et parmi elles, certaines sont sélectionnées au hasard pour être analysées plus en détail, et cette semaine c'était les monoplaces de Norris, Verstappen, Hamilton et Leclerc. Du côté de la Ferrari et de la Mercedes, on va très vite se rendre compte que la planche située sous la voiture est un petit peu trop usée par rapport à ce qui est autorisé. Il faut savoir que cette planche elle a été introduite en 1994 par la FIA pour empêcher les équipes d'avoir des voitures trop basses et donc de talonner au sol, ce qui est un petit peu dangereux parce que globalement, tu tapes une bosse pendant un virage et que la voiture part dans le décor, c'est pas ouf. Cette planche en bois, qui est maintenant en composite, je crois, est analysée à la fin de la course pour savoir si elle n'est pas trop usée. Si c'est le cas, ça veut dire que la voiture est trop basse et donc vous êtes disqualifié. Comment ça, mon ref? Sur cette planche, l'usure maximale autorisée est de 1 mm, c'est pas beaucoup, et du côté d'Hamilton et de Leclerc, c'était plus que 1 mm. Alors Hamilton, je sais pas, mais du côté de Leclerc, ça s'est joué à un dixième de millimètre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très très fin, la marge entre disqualifié et pas disqualifié, mais c'est comme ça, c'est le règlement, il faut l'accepter. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont permettre d'expliquer cette situation, qui est quand même assez rare, c'est pas souvent que les voitures sont disqualifiées à cause de cette planche. Globalement, on peut citer 3 raisons. La première, le circuit des Amériques est tout simplement le circuit le plus bosselé de l'année en Formule 1. Incroyable, les voitures rebondissent dans tous les sens, on l'a bien vu ce week-end, la piste est très très bosselée, et d'ailleurs les pilotes MotoGP, quand ils s'y rendent, puisqu'il y a le Grand Prix des Amériques qui se déroule sur ce circuit, se plaignent énormément parce qu'en moto les bosses c'est encore pire qu'en Formule 1, c'est-à-dire que ça vous déséquilibre sur les freinages et tout, c'est un enfer. On l'a bien vu, les pilotes ont pas mal souffert de ces bosses tout le week-end, notamment dans le premier secteur quand vous les ajoutez aux rafales devant dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est vraiment une galère. Donc déjà première raison, la piste bosselée, donc la voiture talonne et donc forcément on use cette planche. La deuxième, c'est tout simplement que depuis 2022, les voitures sont encore plus proches du sol que jamais puisqu'elles génèrent justement de l'effet de sol. Et pour maximiser la performance, il faut que le fond plat soit le plus proche possible de la piste, donc forcément la voiture elle a encore plus de chances de frotter au sol. Troisième et dernière raison, le week-end sprint, puisqu'en effet on n'a qu'une heure d'essai libre pour régler la voiture et donc sa hauteur de caisse, c'est pas beaucoup, et Ferrari et son directeur sportif l'ont indiqué après l'annonce de cette disqualification. Ils ont relevé la voiture durant la FP1 puisqu'ils se sont rendus compte qu'elle était trop basse. Malheureusement ça n'a pas suffi. Alors il y a certains qui ont posé la question sur les réseaux sociaux de pourquoi c'est pas arrivé pendant le sprint. La raison est simple, le sprint est bien plus court, donc la planche a moins le temps de s'user par rapport au Grand Prix qui lui forcément met un petit peu plus à rude épreuve la voiture. Du coup dimanche soir un petit peu compliqué pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Lundi matin compliqué pour nous en Europe, pour les fans de Ferrari et de Mercedes. Ça nous a quand même offert de belles choses puisqu'on a vécu donc les premiers points de Logan Sargent, en plus à domicile, la belle 7ème place de Lance Stroll du coup qui marque pas mal de points, un podium pour Carlos Sainz et donc une 2ème place pour Lando Norris juste derrière Max Verstappen. Bref, ça chamboule un peu tout, mais de toute façon c'est le règlement, c'est comme ça, et il n'était pas respecté. Allez, on finit la vidéo par le week-end sprint en général et le format. J'ai envie de parler un petit peu de ça. Je vais pas être trop long, c'est nul. Mais c'est de la merde! Depuis le début de l'année, j'ai un avis qui varie énormément sur le week-end sprint parce qu'il y a un week-end, je trouve ça incroyable, il y a de l'action et tout, ça apporte pile ce qu'il faut à la Formule 1 et pile ce qui est recherché par le week-end sprint. Et il y a des grands prix où c'est juste à chier. Le sprint n'est qu'un putain de spoiler géant pour le dimanche. Et bien oui, parce que le sprint, c'est quasiment le premier relais de Grand Prix, donc globalement, on a toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser pour le dimanche, le samedi soir. Par exemple, ce week-end, on savait très bien que Red Bull allait remonter. Au final, c'est pas arrivé parce qu'il y a eu le petit incident sur les freins du côté de Verstappen, mais sinon, ça aurait été clairement ça. Une McLaren et une Mercedes plutôt très rapides, une Ferrari qui usait un petit peu trop sa gomme pour aller tenter de jouer le podium ou même la victoire. Bref, on avait toutes les réponses à nos questions, fin de l'histoire. Et c'est ça le gros problème de ce format, le spoil du dimanche. Je sais pas de votre côté, mais pour un fan de Formule 1, le départ le dimanche, c'est vraiment un moment sacré. Et là, on en a deux. Du coup, ça gâche un peu tout. Moi déjà, ça me saoule que dès le vendredi soir, ou même le vendredi après-midi, quand c'est en Europe, je me fasse agresser par une qualif alors que j'ai même pas eu le temps d'analyser les essais libres. Ça déjà, ça me saoule. Je vais me coucher tranquillement, je me lève le lendemain matin, je fais quoi? Deuxième qualif, c'est la même, en plus court, mais globalement, c'est pareil. Alors oui, on t'oblige à mettre tel ou tel pneu, super. C'est la même qualif, c'est le même format. À la rigueur, faites un sprint shootout avec une qualif, je sais pas, en un tour lancé par pilote, comme on faisait dans les années 2000. Pourquoi pas, je sais pas, changez le truc. Là, je me lève le lendemain matin, je vois exactement ce que j'ai vu hier soir. Ensuite, l'après-midi, première course, et le lendemain, deuxième course. En fait, on a juste doublé le truc, c'est 2 fois la même chose. Donc clairement, il faut faire évoluer le format, ou alors tout simplement avouer que c'est pas ouf
et garder celui actuel qui marche plutôt très bien. Alors je peux comprendre que du côté de la F1, on ait envie d'avoir plus d'action sur un week-end pour les spectateurs, parce que les téléspectateurs, ça les dérange pas vraiment, puisqu'on n'est pas sur place. Le vendredi, la plupart des gens bossent, donc de toute façon, on n'a pas le temps de regarder votre putain de qualif du vendredi soir. Pour les gens sur place, je peux comprendre, on a besoin de plus d'action, mais est-ce qu'on n'a pas déjà assez de l'action sur un week-end de F1? Alors j'ai eu la chance d'aller à énormément de Grands Prix dans ma vie, et je me suis jamais vraiment fait chier sur un Grand Prix, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des courses support sur quasiment tous les week-ends de l'année, particulièrement en Europe avec la Porsche Super Cup, la FIA F3 ou encore la FIA F2, qui proposent toutes les trois des courses super palpitantes, bien souvent plus sympa à regarder qu'un sprint. Ce week-end, on n'avait aucune de ces trois catégories, mais on avait la F1 Academy, qui l'année prochaine fera son retour encore au calendrier, et qui viendra un petit peu compléter l'offre de courses support sur la F1. À Miami, plus tôt dans l'année, par exemple, on n'avait pas ces quatre catégories, mais on avait la Porsche Cup nord-américaine. Donc finalement, on peut, avec tous les championnats par-ci par-là, la F2, la F3, la Super Cup, la F1 Academy, des championnats régionaux ou nationaux, on peut avoir de l'action absolument tout le temps. Et en plus de ça, en tant que spectateur sur un week-end de F1, vous avez toutes les activités annexes, le village, les boutiques, faire du simulateur, faire des entraînements d'arrêt au stand. Enfin bref, vous avez beaucoup d'activités et en fait, t'as pas le temps de rester toute la journée à ta place à regarder des voitures rouler, parce que des fois t'as envie d'avoir des petits temps morts justement pour aller profiter du village, pourquoi pas faire du simulateur, etc. C'est des choses qu'on peut pas forcément faire chez nous, parce qu'on n'a pas forcément tous un simulateur à la maison. Donc si on a envie de profiter à fond du week-end, il faut pas qu'il y ait des bagnoles qui roulent H24 sur la piste. Bref, vous me donnerez votre avis sur le format sprint en commentaire, je suis curieux de l'avoir, mais moi j'aime pas trop. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je sais pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine pour le Grand Prix du Mexique, ça va être un petit peu compliqué, je vais faire de mon mieux, mais en tout cas de sûr vous aurez les 5 points à retenir sur Instagram, en shorts et sur TikTok. Donc allez me suivre sur tous ces réseaux. N'oubliez pas aussi de suivre la chaîne Twitch parce qu'on va potentiellement un petit peu changer le format et pourquoi pas débriefer les Grands Prix en live sur Twitch le lundi soir avant d'avoir le replay et des vidéos un petit peu plus montées sur YouTube le mardi ou le mercredi. Donc si vous êtes que sur YouTube et que vous aimez pas regarder ma tête en live et que vous préférez prendre votre temps et le regarder en replay, pas de problème, ce sera sûrement sur YouTube. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Portez-vous bien, nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.